X. Allez, messieurs, on en vient à présent au second sujet en débat. Il s'agit bien sûr de cette conférence des forces vives de la nation de février 1990, 35 ans que cela s'est ouvert au PLM Alédio de Cotonou. On va écouter un extrait donc poignant du discours du rapporteur général de cette conférence nationale. Il s'agit donc de Albert Théo-Edré, aujourd'hui de regretter mémoire. La nuit s'est dissipée et que l'aube nouvelle rayonne. Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité. Docteur Jacques Odio, est-ce que nous avons effectivement vaincu aujourd'hui la fatalité? Complètement, oui. Nous avons vaincu la fatalité. Nous avons vaincu la fatalité. Et, Monsieur Amégan, je suis d'un positivisme extraordinaire. Parce que quand on a vu tout ce qui a précédé cette conférence, cette historique conférence, quand on a vu la sagacité des acteurs de cette conférence, quand on a vu le niveau de responsabilité de tous ceux qui ont été les principaux acteurs de cette conférence, c'est vrai, vous venez de nous faire écouter un extrait du professeur Albert Théo-Edré, mais je voudrais saluer également les mémoires de Monseigneur Isidore de Souza et du président Mathieu Kérékou. Il faut dire que tous les acteurs de cette conférence étaient des envoyés pour sauver notre peuple. Parce que cette conférence a été un tournant décisif. Et vaincre la fatalité, c'était quoi ? Vaincre la fatalité, c'était faire en sorte que les libertés individuelles soient promues. Vaincre la fatalité, c'est tout ce que nous avons hérité de cette conférence nationale. Nous avons un héritage immatériel de cette conférence, un héritage dont ne peut se prévaloir aucun régime, aucun système, aucun parti politique. C'est un héritage du Bénin, c'est un héritage pour nous tous. Et cet héritage est constitué essentiellement de quoi? De respect des libertés individuelles, de la paix sociale. Nous avons reçu la paix à travers cette conférence et nous avons reçu l'unité nationale à travers cette conférence. Et enfin, nous avons reçu le socle du développement. Maintenant que cela puisse s'être passé après d'une façon ou d'une autre, moi je voudrais dire que tous les dirigeants, tous les responsables qui se sont succédés après cela sont restés dans cette droite ligne et jusqu'à ce jour, on est en train de bénéficier de cet héritage qui, je le répète, est un héritage immatériel de cette conférence des forces vives de la nation. Les jeunes, les plus jeunes n'ont pas vécu toutes les émotions que nous avions vécues à l'époque. Nous, on était très jeunes, mais quand on se collait au transistor pour suivre les débats, pour entendre ceci et cela, on se précipitait pour aller suivre cela avec beaucoup d'intérêt, mais surtout avec un nœud dans la gorge. Parce qu'on se demandait, mais tout ce qui se disait là, c'était beau. Mais est-ce que ça allait se réaliser? Il y avait une forme de crainte. De crainte, mais terrible dans nos cœurs, dans nos petits cœurs, j'allais dire. Mais heureusement, cela a abouti et a créé cette belle transition démocratique et que nous vivons et dont nous jouissons aujourd'hui. Merci à tous nos pères de la conférence. Tous ceux qui sont décédés, hommage à leur mémoire, et tous ceux qui sont encore vivants, nous devrions les chouchouter, nous devrions les garder comme des trésors. Très bien. Alors Francis Olio-Jatadié, la conférence nationale est une invention béninoise dans un moment charnière, j'allais dire, où le Bénin était plongé comme dans une impasse à la fin des années 80, 88, 89, 2 années qui ont été très difficiles, marquées par des mouvements de protestation, les Béninois descendus dans les rues pour exprimer le ras-le-bol vis-à-vis d'un régime presque finissant qui n'avait vraiment plus les clés ou les cartes en main. Il y a eu cette illumination de convoquer des assises nationales. 35 ans après, le mot ou le groupe de mots assises nationales revient encore sur les lèvres de pas mal de personnes. Il faut convoquer des assises nationales, il faut...
Est-ce qu'il y a lieu de convoquer aujourd'hui d'autres assises nationales, M. Attadi? D'abord, je veux rappeler que la conférence nationale, en fait, c'est une contribution africaine à la théorie de la démocratisation. Et il faut dire que sa conférence nationale, les assises qui étaient organisées au Bénin sont venues avant la conférence de la Boule de juin 90. Et le Bénin a permis d'impacter, à travers ces assises, à impacter plusieurs pays. Absolument. Je crois que ces conférences qui sont tenues au Bénin, et au Mali, et dans d'autres pays, au Togo, même au Congo. Mais oui, comme dirait Banegas, dans La démocratie n'a pas compté, illustre en fait une quête de légitimité, de refondation des États. Et on peut se réjouir de ce que cette conférence a servi de rampe de lancement du Bénin sur la scène internationale. Le Bénin est devenu des baromètres des grands changements intervenus sur le continent africain. La démocratie, l'option qui a été faite par le Bénin, parce que nous avions désormais fait d'eau au monolithisme politique, parce que la conférence a mis à sonner le glas du monolithisme politique. On avait un parti unique. Maintenant, on a fait l'option du multipartisme intégral. Nous étions dans une économie planifiée, économie socialiste. Nous sommes passés à l'économie libérale. Nous étions dans la négation des droits de l'homme, violation systématique, traitement inhumain dégradant, mais nous sommes passés cette fois-ci au respect et à la promotion des droits de la personne humaine. On a fait aussi la promotion des médias. Donc, il y a une libéralisation de l'espace audiovisuel. Donc, je crois qu'évidemment que cette conférence, non seulement que ça valorise l'état de droit, mais ça a permis de faire un tournant. Nous sommes passés de la dictature à la démocratie sans effusion de sang. C'est en cela que ces assises, qui sont tenues du lundi 19 au mercredi 28 février, et qui ont réuni 520 délégués, ont été un moment important. Et ça, il faut saluer la mémoire de tous ceux qui ont contribué à cela, à titre posthume et à titre anthume, ceux qui vivent et ceux qui sont partis. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, je crois 35 ans après, il se sûr qu'il faut aller encore aux assises. Lorsqu'on interroge en fait la dynamique que nous avions connue de 91 à aujourd'hui, en fait à 2021, si je prends les élections présidentielles, parce qu'il faut faire le point, l'état des réformes, mais aussi la dynamique électorale. On a constaté que le Bénin a organisé avec régularité les élections, avec des alternances au pouvoir. Ça veut dire qu'au plan de la démocratie, il y a quand même eu des avancées. Puisque avant, 90, c'était un parti unique qui avait le monopole. Donc il n'y avait pas d'alternance. Les élections étaient sans enjeu, même si en 1977, on a opté pour en fait, la loi fondamentale qui a permis de mettre en place une Assemblée nationale révolutionnaire. Bon, on savait ce qui se passait. Mais on peut se réjouir que nous avions mis en place en chantier une dynamique démocratique qui, quoi qu'on dise, est contraire à la gouvernance autoritaire qu'on a connue par le passé. Au plan économique, je crois qu'il y a des mutations significatives qui s'opèrent. Il y a une transformation structurelle qu'il faut saluer. Même si on a dit que en fait, les performances ne sont pas toujours au rendez-vous. Puisque quelqu'un a dit, en fait, un président a dit que si on a gagné au niveau du renouveau politique, il faut aller au renouveau économique. Et à l'époque, il avait dit que lui, il était prêt à aller à la dictature du développement. Mais aujourd'hui, je crois que même si vous avez un véhicule neuf, après un certain nombre de kilométrages, il faut faire la vidange. Après 2016, je crois que le président Talon est venu et a opté pour la vidange, c'est-à-dire des réformes, qui ont des conséquences immédiates fâcheuses, mais des retombées positives durables. Et nous y sommes. Je crois qu'au niveau des réformes, il y a quelques controverses. Il faut évidemment que les acteurs politiques appellent à un dialogue. Ils appellent ça assise nationale. Sur la sémantique, je n'ai pas de problème. Mais est-ce que le contexte est le même? Justement. Le contexte n'est pas le même. Aujourd'hui, en fait, nous étions, vous avez dit que 1989, c'était des années de cessation, de paiement, de débrayage, de mouvements tous azimuts. De chaos, on va le dire. Bon, alors, oui, chaos, oui, c'est vrai. Ben, écoutez, aujourd'hui... Ah ouais, c'est vrai. Mais oui, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est qu'il y a des incompréhensions au niveau de la mise en œuvre de certaines réformes. Bon, ça, dans un dialogue entre acteurs politiques, ça peut se régler. D'accord. Et il faut dire, en fait, qu'il y a, au-delà de tout ce qu'on dit, il faut reconnaître qu'il y a quand même des préoccupations qui émergent. Certains acteurs se demandent si l'alternance politique est un dogme obligatoire pour le bon fonctionnement de la démocratie.
Vous avez vu que la Cour constitutionnelle a été saisie par plusieurs requêtes. Plusieurs requêtes. On va revenir tout à l'heure. On va revenir tout à l'heure, Francis. C'est dans le conducteur donc, de cette émission. Alors, Jacques, Richard Kodjo, il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs, notamment de l'opposition, donc qui pointent du doigt un resserrement de l'étau vis-à-vis de la démocratie. Est-ce que c'est votre point de vue? Pas du tout. Pas du tout. Et il faut dire que Dr Francis a planté le décor avant la conférence nationale. Et vous l'avez appuyé, M. Amégan, c'était un chaos, c'était la déliquescence de l'État, c'était la banqueroute et tous les mots de cette catégorie-là. Et à la conférence nationale, il y a eu une renaissance, il y a eu une euphorie, il y a eu des options intéressantes, comme le libéralisme politique, le libéralisme économique. Dans cette euphorie, nous nous sommes lancés, chacun a pu faire ce qu'il pouvait. Vous pensez qu'on est allé dans le pis-aller, enfin on s'est mué dans le pis-aller? Non, de toute façon, vous savez, c'est toujours compliqué d'apprécier la vie des nations. Parce que les nations vivent leur vie et vivent leur transition. Et il ne faut pas jeter le discrédit sur l'étape précédente. Non, jamais. Parce que les peuples vivent selon le moment et selon les conditions du moment. Nous l'avons vécu avec euphorie. Vous et moi, nous étions contents de ce que nous appelions démocratie. Mais la vérité, quelle est cette démocratie qui nous permettait, par exemple, de procéder à des prévarications, à des détournements des ressources de l'État à notre seul profit, sans jamais être poursuivis? Quelle est cette démocratie qui nous permettait, par exemple, de créer un parti familial, de se débrouiller pour avoir 6 000 voix, être élu député, empêcher le vote de certaines lois qui peuvent permettre d'avancer? Quelle est cette démocratie qui nous permettait de faire des grèves insensées? Vous les avez évoquées tout à l'heure. Nous faisons des grèves, nous voyons nos compatriotes mourir et nous disons que nous sommes en grève. Nous voyons nos enfants dans les rues pendant des mois et nous disons que nous sommes en grève. Nous voyons la situation de nos populations se détériorer et nous disons que nous sommes en grève et que nous sommes en démocratie. Quelle est cette démocratie qui nous tuait? Quelle est cette démocratie qui nous rendait, qui nous paupérisait et qui détruisait ce vivre ensemble que nous devions avoir? Il est temps aujourd'hui de s'interroger. Et tous les chefs d'État qui se sont succédés ont posé cette problématique. Après la conférence nationale, nous avons eu le président Nicéphore Oglo qui s'est dit, mais cette façon de démocratie à tout va, on ne peut pas amorcer un développement. La preuve, on l'a bloqué, et finalement, on l'a empêché d'aller de l'avant. Ensuite, le président Yahya Boni, évidemment, qui a évoqué cette question de dictature du développement. Et le président a sorti la fameuse expression démocratie Nescafé, chargée de désordre et d'anarchie. Mais il en avait ras-le-bol. Il en avait ras-le-bol de cette démocratie où le gouvernement était objet de chantage par les acteurs politiques en permanence. Et le président Yahya Boni, vous le connaissez, il est de bonne foi. Mais il en avait marre. C'est pour ça qu'il a sorti cette phrase-là. Il dit qu'il fallait qu'on passe à la dictature du développement parce qu'il ne pouvait pas bouger. Le diagnostic a été fait et je rappelle le discours d'investiture du dernier mandat du président Yahya Boni. Il a dressé les failles de cette démocratie et il était urgent que nous passions aux réformes. Alors, la faute du président Patrice Talon, si c'est une faute, c'est d'avoir cru aux Béninois et d'avoir dit « passons aux réformes ». Tout le diagnostic que nous-mêmes avons fait, passons maintenant à la médication, passons au traitement. C'est dans ce processus aujourd'hui que, évidemment, les gens ont été bousculés dans leur précaré, dans leur confort. Les gens ont été bousculés parce qu'aujourd'hui, c'est clair aujourd'hui que, excusez-moi, lorsque vous vous rendez coupable
de détournement ou de prévarication. C'est délicieux, tout simplement. On ne vous protège plus. D'accord. Alors, les acteurs politiques, pendant notre démocratie que nous adorions à l'époque, les acteurs politiques étaient presque intouchables. Quand ils commettaient des actes délictueux, on les protégeait, on ne les traînait jamais devant nos juridictions. Aujourd'hui, les acteurs politiques sont au même pied d'égalité que le citoyen ordinaire, que vous et moi. Ça, c'est une avancée. Est-ce que dans ça, on va parler encore d'assises nationales? J'ai bien envie de vous dire, monsieur Amégan, ce rythme que le président Talon nous a imprimé, expérimentons-le encore pendant 35 ans et on verra s'il faut faire des assises nationales. Très bien. Alors, monsieur, on va évoluer dans la réflexion. Docteur Francis Euloge Attali, on se rend compte que de plus en plus, d'accord, des réflexions qui hier étaient on va dire, jugés comme des crimes de lèse-majesté ou du moins d'antidémocratique sont portés royalement au goût du jour, notamment par exemple la question de l'alternance. Est-ce que démocratie forcément équivaut à limitation de mandat? Et c'est d'ailleurs ça qui a conduit pas mal d'acteurs politiques aujourd'hui au devant de la scène, au regard de ce qu'ils estiment être le bilan éligible du président Talon, le voir, en tout cas ils nourrissent le rêve de le voir continuer à la tête de l'État. Évidemment, aux oreilles d'une certaine opinion, cela ne passe pas du tout, mais ça a quand même le mérite de poser le problème de la question de la limitation des mandats comme choix démocratique. Je crois qu'en fait, il y a une grosse question que nous devons nous poser. Est-ce que la longévité au pouvoir est un gage de bonne gouvernance? Ça, c'est une bonne question qu'il faut se poser. Quand on pose les bonnes questions, on peut avoir les bonnes réponses. Vous savez évidemment que la question, en fait, depuis un moment, me taraude l'esprit. Et je me dis, ça veut dire que notre démocratie, que nous sommes en train de mettre en chantier, a un problème. Et j'ai pensé à KKS, en fait. Kona Kouadio, c'est un acteur politique ivoirien, il est de la société civile, il a été 2 fois aux élections présidentielles, il a écrit un ouvrage, Modèle démocratique pour une Afrique souveraine et prospère. C'est un ouvrage afrocentrisé, donc c'est afrocentrique. Ça veut dire que le modèle que nous devons mettre en place doit tenir compte des réalités africaines, culturelles et contextuelles. Ça veut dire que c'est l'échec, en fait, de modèle occidental que nous sommes en train d'expérimenter. Et avant lui, Obasanjo a fait des observations sur la démocratie qui est en chantier en Afrique et a constaté l'échec et a appelé à tenir compte des réalités africaines dans le modèle que nous avons. C'est ce qui fait évidemment que depuis un moment, les gens s'interrogent sur la question de l'alternance au pouvoir. Le Bénin a réussi plusieurs alternances, mais la dynamique qui est en cours aujourd'hui a séduit beaucoup de personnes qui estiment qu'il ne faut pas arrêter la dynamique. Mais il y a des verrous constitutionnels qui empêchent en fait, sauf si on arrivait par c'est pas alchimie, à sauter ces verrous. Mais la question que nous devons nous poser est que, est-ce qu'au Bénin, nous avions besoin du développement et quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour aller au développement? Est-ce que l'alternance politique, telle que nous l'avions pratiquée depuis 1991, parce que nous avions eu en 1991, en 1996, en 2006, puisque quelque fait 10 ans, en 2006, puis on a eu en 2016. Alors, est-ce que l'alternance telle que nous l'avions réussi, c'est un modèle d'alternance réussi, mais qui a aussi ses limites, puisque les limites, c'est le taux de participation électorale. Vous avez vu qu'en 1991, on était à 50% de participation électorale. En 2011, on a atteint le pic avec 88%. Mais en 2021, on est passé à 27%, une chute drastique, qui, peut-être interrogée, prouve qu'il y a un désenchantement croissant des acteurs face à un certain nombre de pratiques. Alors, dans ces conditions, si nous voulons aller au développement, il faut que nous puissions ensemble déterminer les voies et moyens qui pourraient nous amener au développement. Le développement à tous les prix? Le développement, je crois qu'il y a un sacrifice à faire. À tous les prix? Non, mais écoute, le prix, c'est quoi? Si vous évoquez la question de l'alternance politique, cette question pourrait être débattue dans certaines tribunes. Hein, ce n'est pas sur un plateau de télévision. Bon, maintenant, la question de l'alternance revient en dépit des verrous. Pourquoi cette question de l'alternance faire surface aujourd'hui ou refaire surface? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fin de mandat, c'est toujours le même cirque.
Non, ce n'est pas la même chose. Cette fois-ci, je crois que je ne suis pas en train de faire l'apologie, en fait, de cette affaire. Je suis en train de constater que depuis 1991, le Bénin a connu, en fait, des réformes courageuses, significatives à partir de 2016, qui ont produit des résultats dans un temps record. C'est-à-dire, c'est la vitesse des réalisations du président Talon qui impressionne en fait certains acteurs, au point qu'ils appellent à la continuité. Mais cette continuité ne peut se faire que dans un cadre consensuel. Très bien. Ça ne pas se décréter. Messieurs, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Article 42 nouveau a mis les verrous. En aucun cas, nul ne peut faire de sa vie plus de 2 mandats de président de la République. Et c'est le président Talon lui qui a mis cette initiative. Il y a aujourd'hui un débat juridique ou juridico-constitutionnel qui se mène sur la question d'une nouvelle République ou non. On va laisser... La loi 2019-40 du 7 novembre 2019 n'a pas dit que nous avions créé une nouvelle République. La loi a dit... La loi constitutionnelle n'a pas établi une nouvelle constitution. Ça veut dire que la loi 90-32 du 11 décembre 90 est toujours en vigueur. D'aucuns soutiennent que seule la Cour constitutionnelle est habilitée à trancher ce débat. Bref, on va revenir, messieurs, en 30 secondes chacun. Comment est-ce qu'on fait pour consolider ces acquis quand même qui restent des principes sacro-saints de la démocratie, notamment les libertés fondamentales, l'alternance au pouvoir, si vous voulez, des élections libres et transparentes. Comment est-ce qu'on fait pour consolider ces acquis? Ce que nous faisons pour consolider aujourd'hui, c'est que nous suivons le guide, le président Talon. Le président Talon est pour l'alternance et le président Talon n'est pas intéressé pour rester au pouvoir. Donc ce débat, pour moi, est un débat qui est vidé de tout son contenu. Ensuite, pour consolider les acquis de la conférence et de la démocratie, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans paix, il n'y a pas de démocratie sans unité nationale et il n'y a pas de paix sans développement. Parce que si nous ne mettons pas en place des conditions minimales pour le vivre ensemble de tout le monde, nous ne pouvons pas prétendre avoir la paix. Nous allons commencer à nous entretuer. Et je pense qu'il faut suivre les pas du président Patrice Talon et nous allons consolider les acquis de la démocratie. Docteur Jacques Richard Kodior, docteur en droit public, merci beaucoup d'être passé sur 5 sur 7 matin. C'était un honneur. Docteur Francis Attalier, merci beaucoup. C'était un plateau très doctoral. On espère avoir comblé les attentes. 5 sur 7 matin, encore un dernier rendez-vous, celui avec Marcel Arrossi, c'est la revue de presse.